Alors, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de Think Out of the Box. Euh, Think Out of the Box est une activité du chapitre du PMI, c'est-à-dire le Project Management Institute en RDC, et qui est organisée à travers sa direction des affaires académiques. Euh, Cet événement virtuel intervient tous les jeudis de, et en direct de la plateforme Zoom et en live sur Facebook, sur la page Facebook du chapitre. Et au cours de chaque numéro, au cours de chaque épisode, nous recevons un invité de marque avec lequel nous partageons sur son parcours et sur la gestion de projet en général. Ainsi, pour ce 11e numéro, nous avons le plaisir et l'honneur de, de recevoir l'ingénieur Yves Kadima, Kabang. Bonsoir Yves. Pardon. Bonsoir Didier, merci de me recevoir et bienvenue à tous nos auditeurs. Ok. C'est moi qui te remercie d'avoir pu dégager du temps et d'avoir accepté de te prêter au jeu. Alors, Yves est un ingénieur civil, mécanicien de formation et détenteur d'un MBA. Il a pour domaine d'expertise la gestion des projets industriels et la gestion des opérations. Con- Il est convaincu que l'éducation est une clé essentielle du développement de notre pays. C'est ainsi qu'il est activement engagé dans la formation des jeunes dans plusieurs établissements universitaires et structures d'encadrement de la jeunesse. Euh, Yves est membre effectif et volontaire au sein du chapitre. Il est certifié PMP et surtout, il fait partie des deux formateurs agréés par le PMI en RDC. Euh, enfin, enfin, Yves occupe actuellement le poste de sous-directeur technique et responsable des opérations pipelines au sein de la société CEP Congo. Euh, mais bien sûr, avant de commencer notre petite conversation avec Yves, je m'en vais rapidement présenter le chapitre. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, quel est le PMI, qu'est-ce que le PMI, qu'est-ce que le chapitre du PMI et comment devenir membre ou volontaire et qu'est-ce qu'une certification. Je vais rapidement présenter le chapitre et donner toutes ces informations. Alors, qu'est-ce que le PMI? Je vais répondre à trois questions. Qu'est-ce que le PMI? Qu'est-ce que le chapitre du PMI en RDC? Comment adhérer et surtout, pourquoi adhérer? Pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir volontaire? Alors, qu'est-ce que le PMI? Le PMI, c'est le Project Management Institute et c'est une association, une organisation professionnelle qui a été créée en 1969 et c'est la plus grande organisation professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. Et aujourd'hui, le PMI compte à travers le monde un peu plus de 700 000 membres. 700 000 membres. Qu'est-ce que offre le PMI? Le PMI a mis en place des standards de gestion en matière de gestion de projet et ces standards se sont imposés sur le plan international. Et c'est ça. Et le PMI, une fois ayant mis en place ces standards, le PMI offre aussi des certifications professionnelles. Et qu'est-ce qu'une certification professionnelle?
C'est lorsqu'une organisation atteste d'un niveau de compétence et de connaissance dans un certain domaine. En ce qui concerne le PMI, il s'agit de la gestion de projet. Et ces certifications concernent tous les types de profils, c'est-à-dire aussi bien des personnes sans expérience telles que les étudiants que des personnes chevronnées, des personnes expérimentées. Là, le tableau des certifications. Là, nous avons des certifications qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle, c'est-à-dire des certifications pour les étudiants. Et parmi ces certifications, la plus, la plus importante ou bien la plus populaire, c'est le CAPM, c'est-à-dire Certified Associate in Project Management. Ensuite, nous avons des certifications qui nécessitent un minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine de gestion de projet. Et donc, et ces certifications, et parmi ces certifications, nous avons la certification la plus prestigieuse, bon, parmi les plus prestigieuses, mais en tout cas la plus populaire qu'offre le PMI, il s'agit du PMP, qui est Project Management Professional. Après, nous avons des certifications qui nécessitent 8 ans d'expérience, c'est-à-dire ces certifications sont orientées seniors, c'est-à-dire pour des professionnels ayant vraiment chevronnés, ayant plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de projet. Et là, nous avons 2 certifications, la gestion de programme et la gestion de portefeuille. Enfin, nous avons ce qu'on appelle des spécialisations. Il s'agit de certifications dans un domaine particulier de la gestion de projet ou selon une approche particulière de la gestion de projet. Parmi ces certifications, nous avons la gestion des risques, la gestion de l'échéancier, nous avons euh, la certification PMICP qui est orientée, qui est destinée aux professionnels dans le domaine de la construction et ainsi de suite. Donc, voici un peu les tableaux de certification qui permettent d'attester d'un niveau de connaissance et de compétence par le PMI. Enfin, le PMI est organisé en chapitres qui sont répartis en 8 régions, mais on compte à ce jour 303 chapitres répartis dans 222 pays et territoires. Donc, c'est vrai, ces chapitres se retrouvent pratiquement dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que le chapitre du PMI? Eh bien, depuis 2017, depuis juillet 2017, la RDC a un chapitre et ce chapitre regroupe en son sein des étudiants, des professionnels venant de diverses industries, c'est-à-dire nous avons l'industrie de la construction, des banques, de secteur privé, le secteur public, les ONG et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on devient membre? Comment est-ce qu'on devient membre? Eh bien, il y a 3 façons de devenir membre. On peut choisir d'être soit un membre sympathisant, c'est-à-dire qu'on se limite juste à participer aux activités du chapitre sans aucun engagement. Ou bien on peut choisir de, 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 on peut choisir de s'engager en tant que membre effectif, c'est-à-dire que, comme toute organisation professionnelle, le PMI, pour être membre effectif de l'organisation, il faut payer une cotisation annuelle. Et les frais d'adhésion s'élèvent à 17 dollars pour les étudiants et 129 dollars pour les professionnels, à savoir, pour les étudiants, c'est 12 dollars pour le PMI, 5 dollars pour le chapitre, et pour les professionnels, c'est 199 dollars pour les études, pour le PMI, pardon, 20 dollars pour le chapitre et 10 dollars pour les frais administratifs pour ceux qui adhèrent pour la première fois. Et et tous ces frais sont à payer directement sur la plateforme du PMI. Enfin, on peut choisir de ne pas s'arrêter à être membre effectif ou sympathisant, mais de consacrer un peu de son temps et de son expertise pour faire avancer,
pour organiser et faire avancer l'agenda du chapitre, organiser les événements au sein du chapitre, participer aux activités du chapitre. Et c'est là qu'on devient un volontaire. Il faut noter que les volontaires peuvent ou ne pas être membres, peuvent ou ne pas être membres effectifs, mais c'est toute personne de bonne volonté qui est motivée et qui a du temps à consacrer à cette activité. Alors, la deuxième, en plus de la deuxième condition qui doit être respectée par tous les types de membres, que ce soit les membres sympathisants, effectifs ou les volontaires, c'est qu'ils doivent respecter le code d'éthique et de déontologie du PMI, qui repose sur 4 valeurs fondamentales: la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Alors, pourquoi devenir membre? Pourquoi donner de son temps? Pourquoi payer de son argent pour devenir membre? Eh bien, la la première raison, c'est qu'on fait partie d'un réseau. On fait partie d'un réseau tant au niveau local que mondial. Au niveau local, au niveau mondial, nous avons dit que le PMI, c'est 303 chapitres répartis en 222, dans 222 pays, c'est-à-dire que il n'y a pas, c'est difficile de trouver un endroit sur un pays qui n'a pas de chapitre du PMI, et surtout, c'est 700 000 membres effectifs à travers le monde. Et c'est une communauté non négligeable. D'un point de vue local, le nombre de membres s'élève à 140 membres effectifs, 300 membres, environ 300 membres sympathisants, une dizaine d'organisations partenaires et, et environ une quarantaine de volontaires, c'est-à-dire des personnes qui consacrent de leur temps à organiser les activités du chapitre. Et même d'un point de vue local, ça représente aussi une communauté très importante. Euh, la deuxième raison pour devenir un membre effectif, c'est si on devient un membre effectif, c'est qu'on bénéficie des ressources, du PMI, c'est-à-dire des ouvrages de référence qui contiennent tous les standards de gestion de projet. Nous avons des abonnements à des revues de renom telles que Forbes, Harvard Business Review, New African Entrepreneur et autres. Nous avons des articles, des formations et des webinaires, des modèles de documents, c'est-à-dire quand on est dans une activité de gestion de projet, on n'a pas besoin de réinventer la roue, on peut juste utiliser les modèles de documents qu'offre le PMI et qui sont adaptés aux standards internationaux. Enfin, il y a diverses autres ressources qu'offre le PMI à ses membres. La troisième raison, c'est que pour les membres effectifs bénéficient de réductions de prix aussi bien sur les certifications que sur les événements payants. Le prix des certifications, tout à l'heure, j'ai parlé d'un certain nombre de certifications. Par exemple, pour ce qui est de la certification la plus connue, la certification la plus connue, la plus populaire, c'est le PMP et l'une des plus prestigieuses, pour ne pas dire la plus prestigieuse, c'est le PMP. Pour les membres, elle revient à 284 $, tandis que lorsqu'on n'est pas membre, elle revient à 555 $. Et pour ce qui est du CAPM, la certification revient à 158 $ pour les membres et 210 $ pour les non-membres. Et j'ai parlé aussi des événements. Il y a des événements payants et pour ces événements payants, il y a toujours un prix pour les membres, un prix pour les non-membres. Ou bien certains événements sont gratuits pour les membres et payants pour les non-membres. Et enfin, le troisième avantage, et ce n'est pas une liste exhaustive des avantages, mais ce sont les avantages les plus importants. C'est que pour ce qui est des volontaires, c'est que le volontariat permet d'apprendre, permet d'emmagasiner de l'expérience, surtout pour les étudiants et les jeunes professionnels, mais ça permet aussi de se perfectionner
pour ce qui est des professionnels. Et surtout, lorsqu'on est engagé en tant que volontaire, on peut le mettre en valeur sur son CV ou bien sur son profil professionnel sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu les quelques avantages à devenir membre. Et pour finir, euh, quelques statistiques. Quelques statistiques à travers le monde. J'ai dit que le PMI, c'était un peu plus de 700 000 membres à travers le monde. Et en termes de certifiés, par exemple, pour le PMP, à travers le monde, nous comptons un peu plus de 1,4 million certifiés. Pour le CAPM, on ne compte que 68, un peu plus de 68 000 certifiés. En ce qui concerne la RDC, ce grand pays de 100 millions d'habitants, nous ne comptons que malheureusement environ une cinquantaine de personnes certifiées. Environ. Et donc, c'est pour un pays de 100 millions d'habitants, c'est vraiment, ça représente très peu, c'est vraiment trop peu. Et donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire sur ce point-là. Enfin, pour ceux qui aimeraient nous rencontrer, voilà les contacts du PMI, voilà les contacts du chapitre. Et vous pouvez contacter un de ces numéros euh, vous pouvez contacter un de ces numéros qui s'affiche ou bien nous écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn, sur chapitre PMI RDC. Alors, merci à tous pour votre attention. Maintenant que vous savez qu'est-ce que le PMI et qu'est-ce que le chapitre, nous allons maintenant entamer notre petite conversation avec Yves. Alors, Yves, encore une fois, merci. Merci d'avoir pu dégager du temps pour nous. Alors, est-ce que tu peux brièvement te présenter et parler de ton parcours académique? Merci Didier et encore bienvenue à tous nos orateurs. Voilà, alors moi, c'est Yves-Pierre Kadimakabangou. Comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai obtenu au départ mon bac en chimie biologie au groupe scolaire du Mouamba. Je me préparais en fait à faire la chimie à l'université, un peu pour rejoindre mon père qui était chimiste lui-même, professeur à la faculté des sciences. Mais des conversations que j'ai pu avoir avec des aînés quant aux débouchés que la chimie pouvait avoir dans ce pays, et fort du fait que j'étais assez doué en mathématiques, je me suis vu plutôt proposer de me réorienter vers la faculté polytechnique. C'est là, en fait, à la faculté polytechnique, que j'obtiendrai mon diplôme universitaire, mon premier diplôme universitaire, et en tant qu'ingénieur civil mécanicien. Et grâce à ce diplôme, donc, je vais commencer ma carrière professionnelle. Mais puisque derrière, j'ai toujours eu ce désir de pouvoir continuer à apprendre, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs cours en ligne, notamment sur Udemy, avec des nombreux cours qui sont proposés sur ces plateformes, Udemy, Coursera, mais essentiellement des cours qui m'orientaient vers le côté financier parce que je sentais tout de suite que sur le parcours de l'ingénieur, c'était important de rajouter cette aptitude à pouvoir mener des analyses financières sur certaines activités. Alors, j'ai donc fait un certain nombre de cours sur notamment les analyses financières des projets, le marketing, etc., pour ensuite valider tout cela en 2021 avec un MBA que j'ai obtenu auprès de la Frankfurt School, qui est en fait une institution allemande qui proposait une formation de 18 mois en sandwich entre Kinshasa et l'Allemagne et qui donc, au terme duquel il fallait présenter un mémoire que nous avons également validé. Alors, en 2020, j'ai également obtenu ma certification PMP pour valider mon expertise en matière de gestion de projet. Et donc, aujourd'hui, je suis ingénieur civil mécanicien de la faculté polytechnique et également MBA de la Frankfurt School of Management de l'Allemagne. Voilà. Ok, ok, merci beaucoup. C'est, c'est vraiment un parcours euh,
très brillant, hein, très brillant. Ah, en tout cas, la polytechnique et disons, les sciences de l'ingénieur, sont vraiment des études de haute facture. Mais après, mais d'un point de vue professionnel, est-ce que tu peux nous dire ensuite comment ça s'est passé? Alors, quand je quitte la faculté polytechnique en 2003, la première proposition d'emploi que j'ai émane d'une ONG italienne qui s'appelle Copi. À l'époque, ils étaient en train de chercher juste un ingénieur qui avait une bonne maîtrise d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur qui s'appelait AutoCAD. C'était un logiciel sur lequel personnellement je m'étais intéressé pendant mes études à l'université. Et donc, j'avais appris par moi-même, comme ça, sur le seul ordinateur à l'époque que nous avions à la faculté. Aujourd'hui, je suis quand même surpris quand j'arrive à l'université de voir que chaque étudiant a son ordinateur portable dans la classe. À l'époque, chez nous, c'était un seul ordinateur dans l'une des salles au-dessus qu'on appelait la salle N et il fallait remplir son nom sur une liste pour bloquer son créneau, quoi. Alors, généralement, moi, je prenais les créneaux tard la nuit, entre 23h et 1h du matin pour le faire. Et donc, Oh! avec ce poste-là, parce qu'on était nombreux, on n'avait pas le choix. Donc, et donc, comme il y avait un ami qui revenait d'Afrique du Sud et qui avait le manuel de ce logiciel, je l'ai appris. Et de fil en aiguille, un ami a eu connaissance du fait que l'ONG cherchait un dessinateur. C'est ainsi que j'ai rejoint cette ONG en 2003. J'y suis resté pendant une année et avec eux, on a travaillé sur le projet de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Ngandajika. Donc, mon rôle consistait essentiellement à faire les plans et les métriques, donc les devis de réhabilitation de cet hôpital. Alors, grâce encore à ce logiciel, l'entreprise Sepcomo qui venait d'acheter ce logiciel a eu besoin également d'un ingénieur qui connaissaient le logiciel et qui pouvaient le rejoindre parce qu'ils avaient des gros projets en cours, notamment des projets de remise en état de leurs installations de défense contre incendie. On me présente alors au responsable du bureau d'études de CEP à l'époque, qui me propose donc de rejoindre l'entreprise. J'y arrive donc en 2004. Je suis embauché comme ingénieur de projet. Et là, je reste 6 ans comme ingénieur de projet avant de pouvoir passer responsable de l'ingénierie de cette Congo. À ce titre-là, donc, j'avais une équipe à peu près de 5 ingénieurs sous ma responsabilité, ainsi que 2 projecteurs, avec la charge de pouvoir piloter pas mal de projets à travers la République dans toutes les installations de CEP. Après 4 ans passés à ce poste, je suis passé ensuite à un niveau supérieur pour gérer à la fois et l'ingénierie et la maintenance de CEP. Il faut dire que une entreprise comme CEP est assez large parce qu'elle a pas mal de services électriques, mais, de gestion en maintenance des camions, maintenance des ateliers. Et donc, j'ai dû gérer toutes ces équipes-là pendant encore 4 ans pour ensuite finalement me voir confier la charge des opérations pipeline et de me retrouver euh, adjoint au directeur technique de CEP. Donc, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Ça va faire donc aujourd'hui presque 20 ans que je suis à CEP cette année. Mais en parallèle de cette activité, oui, c'est dans un monde où aujourd'hui, je fais souvent rire certains amis, la fidélité professionnelle est en train de se perdre de nos jours parce que les gens ont tendance à changer Vraiment. de métier Exactement, exactement. de temps en temps. Mais en marge de cette activité et de ma carrière au sein de CEP, je gère également un bureau d'études spécialisé dans les travaux de construction où on fait essentiellement la conception et le suivi des travaux. Et derrière également, je suis également enseignant à la faculté polytechnique, comme tu le disais, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et puisque j'ai été agréé comme formateur agréé ATP, ça fait également partie également aujourd'hui de mes activités professionnelles de pouvoir faire des formations de préparation à la certification PMP, au moins une à peu près par mois à travers la ville. Voilà un peu pour ce qui est de mes activités professionnelles. Ok, ok. Donc, Mhm. on va revenir principalement sur cet aspect-là. Mhm. Euh, donc, ça fait pratiquement une carrière de plus de 20 ans. Oui, tout à fait, c'est plus de 20 ans. Ça peut sembler beaucoup,
Mais après, Oui. je me dis que c'est à la fois peu, parce que quand je regarde beaucoup d'aînés devant moi, qui ont parfois 30 40 ans, je crois que la richesse d'une carrière Oh, se mesure parfois au nombre d'expériences que vous avez vécues. Chaque jour ok. n'est jamais pareil. Je fais parfois rire certaines personnes dans mon métier de responsable des opérations pipeline. Je sais quand une journée commence, mais jamais comment est-ce qu'elle va se terminer, parce que au courant de la Ah, journée, il peut arriver quelque chose qui fait que tous mes plans de la journée sont complètement bouleversés. Il m'est arrivé des moments où je suis rentré chez moi pour dormir et on me rappelle pour me dire, attention chef, il y a un problème, il y a le pipeline qui est arrêté, mais il y a l'essence qui doit impérativement arriver à Kinshasa aujourd'hui, sinon demain on ne peut pas livrer la ville. Donc c'est chaud, c'est palpitant, mais c'est voilà, c'est l'expérience qui compte, je pense, plutôt que le nombre d'années que l'on compte, je pense. tout à fait, tout à fait, tout à Mhm. fait. Déjà, en parlant de Seb Congo, on parle beaucoup de Seb Congo, euh, surtout quand il y a des pénuries. Bon, malheureusement, la nature humaine est telle que souvent on a plus facilement, on se rappelle plus facilement des moments un peu plus difficiles. Difficile. Et donc, déjà, c'est quoi la mission de Seb Congo? Déjà, ça, c'est une occasion pour moi de clarifier, de préciser ce point. Voilà. J'entends souvent, je reçois beaucoup d'appels d'amis, de membres de famille qui me posent la question de Ouais. savoir, mais il n'y a pas de carburant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne vendez pas? J'ai dit, mais attends, CEP déjà n'est pas propriétaire des produits qu'il livre à travers la ville. La mission de CEP Congo s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est le stockage des produits pétroliers. Donc, nous gérons à peu près une quarantaine de dépôts à travers le pays. Et dans chacun de ces dépôts, nous avons donc des réservoirs qui nous permettent de stocker le produit en grande quantité pour pouvoir approvisionner les contrées avoisinantes. Ensuite, la deuxième mission c'est une mission de transport. Donc, nous avons pour rôle de transporter les produits pétroliers d'un point A à un point B. Nous avons à ce sujet trois moyens de transport que nous exploitons. Nous avons le transport par pipeline, celui que je gère directement, qui est un transport massif et dont on dit d'ailleurs que c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Ensuite, vous avez le transport par barge, parce que nous avons également pas mal de barges qui nous permettent de partir de Kinshasa vers Mbandaka, vers Kisangani. Et nous avons également le transport par camion-citerne, celui que tout le monde voit le plus fréquemment à travers notamment la ville Ouais. de Kinshasa. Mais il reste un autre mode de transport qui est un peu en déclin, c'est le transport ferroviaire. Nous le faisions essentiellement entre le sud du pays, le Katanga, et la partie centrale du pays. Mais c'est une activité qui est un peu en déclin à cause notamment de la dégradation de la voie ferrée. Et donc, après le stockage, le transport, la troisième mission de CEP, c'est une mission de contrôle de qualité des produits. Donc, nous nous assurons que le produit qui vous arrive est un produit de qualité. Il n'y a rien de pire que d'entendre dire que dans une station-service, on a mis du produit dans un véhicule et que le véhicule en question est tombé en panne parce que le carburant était de mauvaise qualité. Donc, sur toute la chaîne, nous avons des laboratoires qui contrôlent la qualité du produit. Nos trois grands laboratoires sont notamment à Matadi, à Kinshasa et à Goma. Tout ça pour s'assurer Ok. en fait que la clientèle reçoit du produit de bonne qualité. Voilà un peu les trois missions essentielles de la SEC. Mais ce n'est pas notamment de pouvoir vendre du produit. S'il n'y en a Vendre. pas, s'il n'y en a pas, c'est que ceux qui doivent l'apporter ne l'ont pas apporté et qu'on est à sec et que nous, on n'a même pas de travail à ce moment. Ah, d'accord. Ok, Hmm. ok, ok, ok. Et donc, en tant que sous-directeur technique, ton travail aussi consiste à quoi Bon, précisément? déjà, j'ai deux volets dans ma fonction aujourd'hui. Je suis sous-directeur et responsable des opérations pipeline. Ok, 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 ok. En tant que sous-directeur, j'appuie le directeur technique dans son rôle de coordination des unités de transport, des unités de maintenance et des unités de travaux. À la tête de toutes ces unités-là, il y a des responsables avec qui j'échange également sur les différents projets en cours, sur les opérations en cours, quant à leur planification et quant aux moyens nécessaires à leur exécution.
Et derrière, en gestion directe, j'ai les opérations pipeline qui constituent en fait mon activité courante au quotidien. Alors, une journée normale pour moi commence généralement le matin par ce qu'on appelle les morning stand-up meetings. Ce sont des réunions matinales de 10 à 15 minutes que l'on fait debout avec tous les collaborateurs. Je fais la première ici même dans mon bureau avec mes collaborateurs. Ils sont devant moi et à ma gauche, on a par exemple tous les indicateurs de performance de notre activité. Je sais quelle est la quantité de produits qui a été pompé hier, quelles sont les pertes qu'on a eues, quels sont les risques et les événements dangereux qu'on a pu vivre, etc. On discute pour identifier quels ont été les écarts et planifier éventuellement les actions correctrices à mener. Et la deuxième réunion de ce type, je la fais avec tous les autres collaborateurs du département, toujours pour passer en revue les indicateurs de performance et derrière mettre en place les actions correctrices. Alors, généralement, après, quand vous avez fini ces activités-là, la prochaine étape consiste en fait à pouvoir gérer l'administration parce qu'un rôle de direction, c'est aussi beaucoup d'administration, gérer les budgets d'exploitation, mais aussi des actions d'ordre stratégique parce qu'il faut réfléchir aux actions à mettre en place pour améliorer l'activité. Ça peut être des relations ou des réunions avec des partenaires extérieurs sur des projets en cours, etc. Donc voilà un peu en gros en quoi consiste mon travail en tant que sous-directeur technique et responsable des opérations pipeline. Ok. Je vois que tu as intégré déjà certaines pratiques de gestion de projet. Euh, Alors, j'aimerais juste savoir si ça a été, comment est-ce que ça a été accueilli? Parce que j'imagine que ça reste une entreprise publique, j'imagine. Oui. Et donc, et donc, souvent, le changement dans le secteur public n'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais juste savoir que ça se passe, euh, comment est-ce que ça se passe dans ce sens-là. Bon, c'est pas facile. Il y a deux éléments essentiels. Je suis, en fait, c'est une entreprise d'économie mixte. En fait, on est Ok, économie mixte parce que l'actionnaire majoritaire, c'est l'État congolais, représenté ok, par la Sonaïdroc, qui a ok, 36% des parts. Et les rostes des actions sont disséminés entre toutes les sociétés pétrolières de la place, Total, Engen, Cobil, qui sont également actionnaires de CEP. Alors, le DG de CEP, il est, comment dirais-je, désigné par Total, qui est l'entreprise pétrolière étrangère majoritaire au sein de CEP après Cohydro. Alors, on a eu, je pense qu'il y a 3 ans, un DG qui est venu de Paris, qui était déjà sensibilisé sur les questions relatives au lean management. C'était donc beaucoup plus facile quand le top management est déjà introduit à ce type de notions, de pouvoir vulgariser ces pratiques. Et lui, il a même fait venir un expert qui venait de Paris, de la société Pop, qui est venu en fait vulgariser ces pratiques de lean management à travers la société. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un lean management dans tous les services de cette. Ensuite, ok, après cette réunion, ça se fait au niveau de chaque département. Et quand ça se ok, fait au niveau de chaque département, ça vient se faire au niveau du comité de direction. Ça ok. se fait comme ça chaque jour. Ça permet à un moment donné un effet de pyramide pour que les informations qui viennent de la base entre Oh, 7 heures du matin et 10 heures, ça remonte rapidement de la base vers le sommet. Donc, ok, l'avantage, c'est que le top management était sensibilisé. Maintenant, c'est vrai qu'il faut maintenir la flamme. Il y a des moments où vous sentez que les gens sont un peu réticents au changement, mais l'un des rôles du chef de projet, c'est justement d'être un acteur de changement, motiver les gens à garder le cap même quand c'est difficile. Voilà. ok, ok, Mm. parfait. Alors, on va un peu plus entrer dans les aspects de gestion de projet. Alors, Mhm. comment est-ce que tu as découvert la gestion de projet? Ça, c'est une bonne question. Ça me fait rappeler une vieille pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme, où on parlait d'un certain Monsieur Le Jourdain,
qui a été surpris d'apprendre qu'il faisait de la prose sans le savoir. En réalité, en réalité, nous faisons tous de la gestion de projet sans le savoir. Préparer son mariage, c'est un projet que l'on gère. Planifier sa carrière académique, c'est un projet que l'on gère également. Je, Planifier même les études des enfants, c'est un projet également que l'on gère. Simplement, tout dépend de l'approche et de la méthodologie que l'on met en place pour en garantir le succès. Alors, ma première expérience de gestion de projet comme professionnel, comme je l'ai dit, c'était avec l'ONG italienne COPI, quand il a été question de réhabiliter l'hôpital général de référence de Gandajika. Sur ce projet, je n'étais pas en position de décision, j'étais un membre de l'équipe projet. Mon rôle, c'était de faire un travail, comme je disais, de faire les plans et de faire les maîtrises. Mais ce qui était intéressant, c'est que je collaborais directement avec le chef de projet et je voyais comment est-ce que il gérait ce projet, quelles décisions il prenait, quelles sont les différentes réunions qu'il tenait et quels étaient les indicateurs qu'il tenait. Alors, ce n'est que comment dire, en 2007, 6, pardon, lorsque je me suis retrouvé comme ingénieur de projet à CEP, que je me suis fait confier le programme de mise à niveau de des installations de défense incendie des grands dépôts de CEP, celui de Matadi, celui de Kinshasa, de Lubumbashi. C'était un projet de beaucoup d'argent, vraiment, on n'était pas loin du million de dollars. Et là, c'était un projet qui combinait à la fois des travaux de génie civil, des travaux de chaudronnerie, et j'étais dans une situation où il fallait prendre des décisions et ces décisions pouvaient être lourdes d'impact. Je me rappelle d'une histoire, par exemple avec l'entreprise Safricas. On leur avait demandé de construire des murs en béton dans notre dépôt de Massina et on avait signé un contrat avec eux où on avait indiqué la quantité de béton qu'ils devaient nous livrer en indiquant quelque part dans le texte que les quantités étaient indiquées à titre indicatif et que l'entreprise devait vérifier ces quantités en faisant son prix. Eux, malins qu'ils étaient, ils n'ont pas refait les calculs. Ils ont pris les quantités que nous leur avons indiquées. Ils ont fait leur devis initial. Pendant l'exécution, on se rend compte qu'ils devaient livrer plus de béton que ce qui était prévu au contrat. Ils nous font une belle lettre pour nous dire, messieurs, nous vous demandons de nous faire un bon de commande complémentaire pour pouvoir avoir le béton qui va manquer parce que vous aviez sous-estimé les quantités. J'arrive au bureau le lendemain, à l'époque, le béton était à 800 dollars le mètre cube et ils nous demandaient à peu près de pouvoir leur compléter quelque chose comme 200 mètres cubes. On parlait de 160 000 dollars à peu près qu'il fallait compléter. J'arrive le matin, mon chef est dans tous ses états. Il me dit, comment tu as calculé le béton? Ça fait 160 000 qu'il faut ajouter en plus. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? Il faut que tu revérifies. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais on avait bien dit, il dit, non, ça, je veux pas savoir, il faut que tu recalcules. J'ai dû passer la nuit à refaire les calculs en Wow. sens inverse. Oui, parce qu'il fallait vérifier que si leur affirmation était vraie. J'ai Ouais. refait tous les calculs pendant toute la nuit et le lendemain, je viens dire au chef, OK, de toute façon, j'ai calculé, la quantité qu'ils ont annoncée n'est pas bonne. Il n'y a que 10 mètres cubes en plus qui doivent être ajoutés et même alors ces 10 mètres cubes, comme le contrat le dit, ils auraient dû le voir avant et c'est à eux de pouvoir le payer. On a pu à ce moment, avec ces éléments, faire une réunion de conciliation avec nos ingénieurs et les leurs et trouver que ce n'était pas nécessaire. Donc, pour moi, c'était une deuxième expérience où j'étais en position de décision en tant que chef de projet. Et là, je me suis rendu compte de l'importance justement que cette science peut avoir pour éviter un peu ce type d'écueil-là. Voilà. Ok, ok, ok. C'est très intéressant. En tout cas, le travail de project manager, c'est un travail où on porte beaucoup de Oui, responsabilités. tout à Euh, fait. exactement. Et sinon, quand, quand est-ce que tu as découvert le PMI? Mhm. En fait, le PMI, je le considère souvent comme, comment dirais-je,
une parole d'évangile, quoi. On en entend parler parfois de la bouche d'autres croyants qui viennent de convertir. Et moi, Ok. celui qui m'a converti et qui m'a fait découvrir le PMI, c'est l'ancien président honoraire, en fait, du PMI RDC, Monsieur Danny Biabene. Je l'en remercie encore infiniment pour cela. En fait, c'était en 2018, le chapitre PMI RDC venait de naître et on organisait ici en RDC la première formation des 35 heures de préparation au PMP et ça se faisait en fait à l'hôtel Selton. Donc, à la Ok. recherche en fait des personnes intéressées, comme on se connaissait depuis l'université, donc il a eu cette occasion de pouvoir m'en parler. Et j'ai été intéressé tout de suite vu la passion que j'avais pour la gestion de projet. Donc, c'est par son truchement, en fait, que j'ai été informé de ce qu'est le PMI, de ce qu'il offre, en fait, en tant que reconnaissance de l'expertise en gestion de projet et de l'ouverture qu'il offre, en fait, dans le monde, quoi, par rapport aux autres personnes qui sont également certifiées. Ok. 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 Et euh, bon, avant de continuer, j'aimerais juste dire aux participants que ceux qui ont des questions, ceux qui ont des questions, que ce soit par rapport au PMI, au chapitre du PMI, ou bien des questions à notre invité, qu'ils puissent utiliser le chat ou bien le menu questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je disais, alors, tu es membre effectif du PMI, ça fait combien de temps? Ah, je comptais tout à l'heure, je suis membre depuis 2018, effectivement, donc ça va faire aujourd'hui 6 ans. Ah, Six 6 ans. ans. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment, tu fais partie des membres de la première heure, comme on Bon, dit. tout à fait. Euh, Alors, mais qu'est-ce qu'être membre t'a apporté? Que ce soit surtout d'un point de vue professionnel ou bien qu'est-ce qu'être membre? Est-ce que tu estimes que ça en vaut la peine d'être membre? Et si oui, Ah, comment? vraiment. D'abord, tout de suite, je confirme, être membre, c'est vraiment important. Ça apporte beaucoup de choses. La première chose, c'est l'élargissement du réseau. Ça signifie aujourd'hui, grâce au PMI, j'ai pu élargir mon réseau professionnel. C'est quelque chose d'important parce que vous ne savez jamais d'où peut provenir l'information dont vous pouvez avoir besoin à un moment donné de votre carrière. Parce que l'information, c'est la vie, quoi. Donc, pour moi, déjà, cet élargissement du réseau, c'est quelque chose d'important. Chaque année, depuis un moment, je me suis fixé comme objectif de pouvoir prendre un café ou de pouvoir manger une fois par mois avec une personne influente dans la ville de Kinshasa, notamment en matière de gestion de projet. On se retrouve autour d'un café, je lui demande un rendez-vous, on se voit, on échange. Et j'écoute également comment est-ce qu'il a vécu sa carrière professionnelle. Et parmi les principales personnes avec qui je rencontre, c'est notamment les gens du PMI, parce que beaucoup de membres du PMI sont des personnes qui ont des très, très belles carrières et de qui on peut apprendre beaucoup. La deuxième chose que, dont je tire profit, c'est l'accès à la documentation que le PMI propose, notamment sur son site. On a accès à une quantité énorme de documents. D'abord, comme tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est standard en matière de gestion de projet, tout ce qui est template pour faciliter la rédaction des projets, mais aussi on a accès à des journaux internationaux, avoir accès au Harvard Business Review ou encore avoir accès aux articles, par exemple, de projectmanagement.com, ça permet de se tenir au courant des avancées, en fait, dans le domaine particulier de la gestion de projet et plus globalement dans le domaine du management. Alors, le troisième avantage que je tire également, c'est effectivement, comme on dit, chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a effectivement des adhésions auxquelles il faut souscrire, le fait d'être membre permet de bénéficier des discounts. Ça, c'est quelque chose, c'est ça. Finalement, ce que l'on dépense en devenant membre, on le récupère grâce aux discounts que l'on reçoit.
N'oublions pas, on l'a peut-être pas dit, mais chaque année, il y a une conférence annuelle Afrique du PMI qui permet à tous les membres, effectivement, de pouvoir aller rencontrer d'autres experts en gestion de projets africains. C'est une question en matière de networking qui est tout à fait importante aussi et qu'il faut également souligner. Alors après, il y a également les opportunités que le chapitre offre en termes d'engagement. Récemment, grâce au chapitre, j'ai eu l'occasion de faire un cours de conception et gestion de projet à l'École supérieure de management de Kinshasa. Donc, le chapitre a reçu l'opportunité de l'École supérieure de management et a cherché des personnes intéressées. J'ai souscrit et j'ai été retenu. Ça montre qu'il y a également des opportunités dedans. Voilà un peu les quatre avantages en termes de connaissances, en termes de networking, en termes de discount, mais également en termes d'opportunités que le chapitre peut offrir. Ok, Voilà. ok, ok. Et quel Oui. est ton avis en ce qui concerne les certifications? Selon toi, quelle est la place de la certification? Et surtout, une deuxième question, c'est qu'est-ce que ta certification a apporté à ta carrière Mhm. professionnelle? Merci. Alors, déjà, ce qui est étonnant, et je le dis à beaucoup de gens, comment expliquer que des personnes qui ont obtenu un diplôme universitaire il y a 4, 3, 5 ans ne font plus rien pour acquérir de nouvelles connaissances. On continue de fonctionner 3, 4, 5 ans après avec les connaissances que l'on a validées à l'université et après, on n'apprend plus rien de neuf. C'est inconcevable. Donc, ça, c'est une première chose qui me dit que la certification, pour moi, elle est importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle atteste des connaissances dans un domaine donné. Ici, nous sommes en train de parler de la gestion de projet. Celui qui a une certification en gestion de projet a passé un examen qui prouve qu'il a des connaissances avérées sur la gestion de projet conformément aux standards internationaux. La deuxième chose, c'est que la certification valide également l'expérience que vous avez acquise en tant que gestionnaire de projet. Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, pour passer la certification, il faut prouver que vous avez un certain nombre d'années d'expérience en termes de gestion de projet. Je pense que quand tu as montré les différents types de certifications, on a pu voir par exemple que la certification PMP demande 3 années d'expérience. La certification en gestion des programmes et des portefeuilles va jusqu'à demander 8 années d'expérience. Donc, il y a ces deux aspects, connaissance et, euh, et expérience, qui se rejoignent au niveau de la certification et qui en font quelque chose d'important. Et troisième point, et non des moindres, les certifications, contrairement aux diplômes académiques, ont des durées de validité. Ils sont valables généralement, notamment pour les certifications en gestion de projet, ils ne sont valables que 3 ans. Pour les conserver, les propriétaires des certifications sont obligés de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage continu. Ils doivent continuer d'assister à des webinaires, ils doivent continuer à faire des formations, ils doivent parfois même continuer des lectures pour se tenir à jour dans leur domaine. Moi, je suis ingénieur civil mécanicien, comme je le disais. Aujourd'hui, ce titre, on ne peut pas me l'arracher, il est à moi. Je l'ai acquis une fois pour toutes. Je peux ne pas participer à des conférences internationales en matière de gestion de projet, mais aujourd'hui, ma certification, je l'ai obtenue en 2020, mais l'année passée en 2023, j'ai dû la renouveler pour qu'elle soit étendue jusqu'en 2026. C'est pourquoi donc la certification pour moi, elle est importante parce elle est le gage que la personne a des connaissances, elle est le gage que la personne a de l'expérience et qu'ensuite la personne s'est inscrite dans une démarche de maintien des connaissances et d'apprentissage continu. Voilà. Ok. Et une fois que tu as eu ton PMP, quel a été l'impact? Bon, déjà, avant de parler de l'impact, quand même, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as eu à préparer le fameux examen. Je souris un peu parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Je peux vous dire que les études d'ingénieur sont très difficiles.
Mais ce que j'ai vécu avec l'examen PMP, c'était autre chose. Cet examen-là, quand on le fait une fois, on n'a pas envie de revenir une Ouais, deuxième fois. Alors, les étapes de préparation. La première étape, il faut d'abord faire le cours de préparation de 35 heures. Ce cours de préparation de 35 heures, vous pouvez le faire en présentiel, soit au sein d'un centre de formation agréé qu'on appelle les ATP. J'espère on aura le temps de le développer. Soit vous exactement. avez l'occasion également de le faire auprès en ligne parce qu'il y a également des plateformes comme Udemy, Coursera qui offrent également des formations de gestion de projet de 35 heures. Ça dépend de votre feeling. Il y a des gens qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes devant un écran et d'autres qui ont plutôt besoin d'avoir un formateur devant eux. Alors, dès que vous finissez cette formation de 35 heures, qui peut se faire en une semaine, c'est parfois 5 jours, 7 jours d'heures, pendant 7 heures chaque jour ou ça peut se faire pendant 2 semaines, ça dépend comment est-ce que vous le faites. Certains même le font pendant 3 semaines pour le faire à leur rythme. Alors, dès que vous terminez ce cours de 35 heures, vous obtenez un brevet qui vous permet d'aller sur le site du PMI pour vous inscrire pour l'examen. À partir du moment où vous vous inscrivez pour l'examen, vous avez une année pour passer l'examen et vous avez droit à 3 tentatives. Alors, pendant cette année, maintenant, il faut commencer la préparation directe. C'est la partie où maintenant vous commencez à vous préparer individuellement. Moi, ce que j'ai fait, compte tenu de mes obligations professionnelles, pendant à peu près, je veux dire 16 semaines, et j'ai divisé tout le contenu de la formation en chapitres et je consacrais une semaine à chaque chapitre pendant lesquels je lisais les cours théoriques, je faisais des exercices, cours théoriques, exercices, cours théoriques, exercices, et je me donnais chaque jour 2 heures de travail après le travail. C'était après le travail, je fais 2 heures de travail personnel pour essayer de maîtriser. Et troisième chose que je faisais, c'est qu'on avait un groupe de travail avec des collègues du BCECO. On se retrouvait tous les samedis pour essayer maintenant de faire un travail de mise en commun, pour se poser des questions et savoir qu'est-ce que on a compris de ceci, quelle notion n'était pas suffisamment claire, etc. Donc, c'était toute la semaine travail individuel et le samedi, travail de groupe pour préciser telle ou telle autre chose et faire surtout beaucoup d'exercices. Alors, 2 semaines avant l'examen proprement dit, j'ai commencé maintenant à faire des examens à blanc. Ce sont des examens en conditions réelles parce que l'examen de PMP, aujourd'hui, c'est 180 questions qu'il faut faire pendant 4 heures à peu près. C'est du sport, hein. Donc, vous êtes assis avec 10 minutes, deux fois 10 minutes de pause. C'est chaud. Et sans compter la pression qu'il peut y avoir autour. Donc, pendant ce temps, je me mettais dans les conditions réelles de l'examen. Et quand j'ai commencé à voir que sur ces examens faits dans ces conditions réelles, je commençais à avoir 80%, 85% des points, je me suis senti à l'aise pour faire l'examen et c'est à ce moment que je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à ma vie professionnelle? Je peux dire la première chose, c'est à titre personnel, c'est la manière d'aborder les problèmes. Je pense que c'est, comme on dit, je préfère en anglais, c'est le way of thinking. On ne se rend pas compte du jour au lendemain, la manière de penser, d'aborder les problèmes change. Ça, c'est quelque chose que peut-être les autres constatent, mais que vous, finalement, vous commencez à le faire presque de manière naturelle. La deuxième chose, c'est que ça ouvre des opportunités. J'ai eu, à partir de là, de Mazatian PMP, pas des opportunités proprement dites au sein de mon entreprise, mais à l'extérieur, j'ai pu avoir de nombreuses opportunités qui m'ont permis derrière de pouvoir non seulement élargir mon réseau, mais également de pouvoir générer également du revenu. Au niveau professionnel, je dois reconnaître que la difficulté, c'est qu'au sein de nos entreprises, les gens dans nos pays africains, particulièrement en RDC, les gens et les patrons des entreprises, même les DRH et tout, ne sont pas encore au courant de ce que c'est qu'un certifié en gestion de projet et de ce qu'il peut apporter. Tout le monde, j'ai annoncé à tout le monde que j'ai fait la certification PMP. Il a fallu faire la pédagogie d'expliquer ce que c'est. Mais même quand on l'a expliqué, on ne le comprend pas très bien, mais derrière, on est bien content de pouvoir en tirer les bénéfices. Mais moi, je considère que c'est vraiment la manière de penser qui est vraiment un atout majeur. Et derrière, maintenant, les opportunités que ça offre
auprès des établissements qui sont à la recherche justement des prestations des PM. Ok, ok, ok. Mm. Alors, on va un peu aborder l'aspect 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 ATP. Alors, Mhm, tout à l'heure, on a parlé de l'ATP. Alors, j'ai dit que tu étais l'un des formateurs agréés par PMI pour donner des formations de 35 heures, entre autres. Euh, mhm, Vous n'êtes que deux jusque-là. mhm, Et donc, euh, alors, qu'est-ce qu'un ATP, premièrement? Pour permettre aux gens de comprendre, de mhm, bien clarifier mhm. ce terme. Oui. Alors, ATP, c'est un terme anglais qui signifie en fait Authorized Training Partner. C'est un partenaire de formation autorisé. Autrement dit, c'est un centre de formation agréé par le PMI pour dispenser un certain type de formation. Donc, c'est ça en fait le principe de l'ATP. Donc, personne ne peut s'improviser formateur PMP ou formateur d'une certification du PMI. Il faut remplir un certain nombre de conditions, être affilié à un centre de formation agréé pour ensuite être autorisé à délivrer cette formation qui aboutit, comme je disais, à la délivrance des certificats de formation de 35 heures qui permettent derrière de s'inscrire à l'examen. Ok, ok. Et et donc, quel est euh, le fait qu'aujourd'hui on ait un centre ATP, euh, ça représente quoi comme opportunité, en fait? C'est une grosse opportunité, très grande opportunité. Je me rappelle encore, je disais tout à l'heure que j'ai l'occasion de faire la formation PMP à Kinshasa en 2018. Avant 2018, tous ceux qui avaient besoin de faire cette formation devaient prendre un avion pour se rendre soit au Kenya, soit au Rwanda, soit en Ouganda, parce qu'on n'avait pas de centre de formation ici. Et à l'époque, les formations en ligne de ce type, telles qu'elles existent aujourd'hui, n'étaient pas très répandues. Donc, le fait d'en avoir ici, c'est une occasion pour que tous les jeunes cadres des entreprises puissent justement se former au métier de la gestion de projet. C'est d'autant plus important qu'on n'est pas tous coulés dans le même moule. Il y a des gens qui, c'est vrai, peuvent apprendre, comme je disais tout à l'heure, tout seuls. Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'apprendre avec un formateur agréé parce que derrière, avec un formateur agréé, vous pouvez bénéficier également d'un accompagnement qui vous permet, dans la foulée, de pouvoir être sûr que les notions que vous avez apprises ont été bien maîtrisées, de pouvoir avoir quelqu'un qui répond à vos questions. Donc, l'opportunité que ça présente aujourd'hui, parce que le centre agréé qui est à Kinshasa, c'est le centre du Sénarec, et il vise principalement déjà tous les cadres déjà des secteurs publics pour pouvoir renforcer leurs capacités en matière de gestion de projet. Plus nous serons nombreux, plus, je l'espère et je le crois, les projets qui sont initiés au niveau du gouvernement et même au sein de nos entreprises seront mieux gérés. N'oublions pas une chose importante aussi, il y a comme une sorte de corrélation qui est établie aujourd'hui dans le monde entre le nombre de certifiés PMP notamment qu'il y a dans des pays et le tas de développement des pays. Les pays qui ont les plus grands nombres qui sont les plus développés, les États-Unis, la Chine notamment, sont les pays qui ont également le plus grand nombre de certifiés PMP parce qu'ils en ont Oui, oui. compris l'importance également. Et même en Afrique, hein. Voilà, effectivement, le Kenya, l'Angola, Le Nigeria, le l'Afrique du Nigeria, Sud. voilà, l'Afrique du Sud, ce sont des pays leaders en fait dans ce domaine-là. OK. OK. Et donc, comme l'a dit notre invité, aujourd'hui, la RDC a eu son premier centre agréé, ATP comme on appelle, qui est le Sénarec. Le Sénarec qui veut dire Secrétariat national pour le renforcement des capacités. Et donc, le Sénarec en fait partie des partenaires du chapitre.
et donc et organise des sessions de formation en présentiel. Pour ceux qui sont intéressés, veuillez suivre, veuillez devenir membre ou bien veuillez suivre le chapitre sur les différents canaux, sur les différents réseaux sociaux. OK, et donc on avance petit à petit vers la fin de notre entretien. Alors, selon ton expérience, selon ta vision, quel est, quel est le rôle que peut jouer la gestion de projet en RDC? Elle peut jouer beaucoup, elle a plusieurs rôles en fait à jouer au sein de la RDC. La première chose qui me semble importante, on parle aujourd'hui beaucoup dans le monde des économies de projet. En fait, on se rend compte aujourd'hui dans le monde que l'économie est portée par les projets. Un, dans ce sens où tous les pays doivent choisir les projets dans lesquels investir leurs ressources. Et deux, quand ils ont choisi convenablement ces projets, ils doivent s'assurer qu'ils sont gérés de manière efficiente pour éviter le gaspillage. Et donc, moi, de ce point de vue, je pense que le premier rôle que les projets peuvent jouer, c'est la gestion de projets peut aider à garantir les succès des initiatives qui sont prises, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au sein des entreprises. On prend beaucoup d'initiatives. On a parlé à l'époque des 5 chantiers. On a parlé des projets de 145 territoires. Bientôt, on va publier le plan national stratégique de développement de la RDC pour 2023-2028. Tout ça, c'est un ensemble d'idées qui sont comme émises, auxquelles il faut donner corps et forme. Transformer une idée en réalité nécessite quand même des bonnes connaissances en gestion de projet. Donc, moi, je pense que la gestion de projet peut aider à concrétiser, à métasser cette initiative. La deuxième chose, comme je disais, la gestion de projet peut aider à éviter les gaspillages. On s'étonne parfois de voir que certaines routes dans notre pays coûtent parfois 3, 4, 10 fois plus cher que des routes plus grandes construites dans d'autres pays africains. C'est pas convenable et parfois même avec de la qualité moindre, en fait. C'est-à-dire que quelque part, il y a des ressources qui sont gaspillées. On a construit certes la route, mais on l'a construite trop cher, de mauvaise qualité, alors qu'on pouvait faire mieux avec ces ressources. La troisième chose, c'est que la gestion de projet peut aider à accroître la productivité. Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie à faire, comme on dit, très peu de choses en gaspillant beaucoup d'énergie. Comme on dit, mieux vaut travailler intelligemment que travailler durement. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel la gestion de projet peut nous aider avec notamment des concepts comme ceux du lean management. Et la dernière chose, c'est que la gestion de projet peut aider à garantir la satisfaction des parties prenantes. Parce que en tant que la gestion de projet porte une grande attention à ce que souhaite le client, à ce que souhaitent les parties prenantes. Si on arrive à comprendre cela dans les initiatives que nous prenons à tous les niveaux, c'est certain également que l'on pourra garantir cette satisfaction de la clientèle et des parties prenantes. Donc pour moi, ces quatre rôles-là qui sont le succès des initiatives, la réduction du gaspillage, l'amélioration de la productivité et derrière la satisfaction clientèle sont des rôles notamment que la gestion de projet peut jouer. OK, OK, OK. Euh, OK. Et alors, quel est, alors, avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, euh, qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande réussite? Ouais. Bon, déjà, avoir passé le PMP, c'est déjà pour moi une grande réussite. Tu l'as dit, je pense, on est aujourd'hui 50 Euh, PMP en RDC, c'est un petit nombre, mais être parmi les précurseurs, c'est bon. Être parmi les deux premiers formateurs ATP de la RDC, c'est aussi pour moi un grand accomplissement. Aujourd'hui, j'ai également avec d'autres collègues, notamment je vois mon collègue Lévi Tanguy qui est dans l'assistance, était retenu également comme ambassadeur du PMI pour la certification PMI destinée c'est à la vrai. construction. Ouais. C'est une expérience nouvelle sur laquelle également nous travaillons. Mais en matière de gestion de projet, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur.
C'est celui auquel j'ai eu à participer à Lubumbashi, à l'aéroport de la Luano, où on a construit deux réservoirs d'hydrocarbures de 1000 mètres cubes chacun. C'est un projet de 3 millions de dollars. Et chaque fois que j'arrive à Lubumbashi et que je le regarde, ça fait quelque chose parce que je vois à la fois le terrain tel qu'il était vide avant et Ok. tel qu'il est aujourd'hui. Et quand je vois les camions pétroliers faire les navettes entre ce dépôt et les avions pour les avitailler, je me dis, j'ai apporté ma petite pierre à cet édifice-là. Ça a vraiment été quelque chose dont je suis fier. Il y en a d'autres, bien entendu, d'autres projets auxquels j'ai pu participer, mais celui-là, il a une saveur particulière pour moi quand Particulière. Ok, ok. Et bon, on ne parle pas d'échecs, mais parlons de leçons apprises. Bon, il y a, Si tu peux citer deux ou trois leçons apprises. je vais citer deux leçons apprises finalement. Bon, je vais prendre la première, par exemple, sur un projet de bâtiment que j'avais repris récemment, un projet de construction d'une école. Alors, le bâtiment avait déjà été construit par des prédécesseurs. Ils avaient déjà fait la fondation, le premier niveau du bâtiment. Et après, on nous a demandé de pouvoir construire les deux autres niveaux au-dessus. On avait pris, bien entendu, les plans initiaux. On a essayé de vérifier que tout était en place pour pouvoir faire la partie supérieure. Alors, tout était bon. On a commencé la construction. Le bâtiment était quasiment terminé. Mais lorsque le bâtiment est terminé, on nous appelle pour nous dire que voilà, on a constaté que à certains endroits du bâtiment, que le bâtiment était descendu légèrement. Alors tout de suite, c'est la panique, mais comment est-ce que ce bâtiment est descendu? Est-ce que les fondations étaient bonnes? Est-ce que tout tenait avant? Alors tout de suite, il a fallu revérifier et faire venir en fait d'autres experts. J'ai dû faire venir notamment un colloque topographe qui a dû justement mettre ce qu'on appelle des témoins de tassement sur l'ensemble du bâtiment. Parce que c'est normal quand on met en charge, en fait, quand on construit un bâtiment, logiquement, sous l'effet du poids, il va descendre sous l'effet de son poids. L'objectif, c'est qu'il puisse descendre de manière uniforme. C'est ce qu'on appelle vraiment le tassement. Il faut que ça se fasse de manière uniforme. Ce qui est dangereux, c'est quand il y a un tassement différentiel, une partie du bâtiment qui défend à dépend de l'autre, quoi. Donc, ça a vraiment été un moment de grande frayeur, mais on a pu vérifier, mettre des témoins de tassement, et derrière, on a pu se rendre compte que c'était un tassement normal, qu'il n'y avait aucune inquiétude, et donc le bâtiment derrière a pu être réceptionné sans aucun problème. La deuxième expérience, justement, que moi j'ai vécu notamment sur le projet de Lubumbashi, c'est que le tank tel qu'il a été construit aujourd'hui avait, dans un premier temps, été construit, mais il avait dû être démonté et refait pour des problèmes de qualité. L'entreprise qui avait été sélectionnée à Lubumbashi avait une expertise pour un certain type de construction, mais sur le projet proprement dit, il n'avait pas la capacité technique, les équipements nécessaires pour faire un tank d'une telle capacité, quoi. Donc, quand on est venu faire les contrôles a posteriori, il s'est dégagé en fait des écarts qui ont fait qu'il a fallu démonter et refaire également cet ouvrage. Tout ça m'a amené à pouvoir tirer les leçons suivantes. La première, c'est que quand vous commencez un projet, il faut tout de suite, déjà dans la phase de planification, penser au contrôle de qualité que vous allez mettre en place. Il faut que ce soit suffisamment clair et anticipé pour qu'à tout moment et très tôt, vous puissiez contrôler la qualité du travail réalisé. Il y a un mauvais côté chez nous, surtout au Congo, on est très tolérant sur les non-conformités, quoi. On est trop tolérant, on va dire. Mais pourquoi, quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire tout de suite au risque de créer des gros problèmes après. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est la capacité d'écoute. Il faut savoir écouter et bien écouter. C'est ce qu'on appelle en fait l'écoute active. Ce n'est pas écouter vite fait en ayant ses propres idées en tête. Il faut apprendre à écouter de manière très attentive ses interlocuteurs, surtout les parties prenantes, pour cerner leurs besoins. Ok, 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 ok. Et alors, en dehors de ton aspect, de ton travail professionnel,
j'imagine qu'il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur. Et donc, Mais est-ce que tu peux nous en parler? oui, Didier, merci beaucoup de me permettre d'en parler. Moi, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est la formation de la jeunesse, hein. Je suis convaincu, sans penser que moi-même je suis vieux, mais je pense que aujourd'hui, si l'on consacre du temps aux jeunes, on peut créer une autre génération de Congolais. Et cette formation de la jeunesse, pour moi, je le vois sur deux axes. Le premier, c'est dans le domaine notamment de la lecture. Quand j'étais petit, dans le quartier où je vivais, il y avait une bibliothèque et chaque semaine, on pouvait aller emprunter des bouquins pour les lire. La manière dont aujourd'hui la lecture est sortie des mœurs de la jeunesse, remplacée par le scrolling des téléphones, me sidère. Je pense qu'il faut aujourd'hui encourager les jeunes à lire, à lire, à lire, à lire, parce que je pense que le livre reste un vecteur de connaissances important. Et de toute façon, si vous n'arrivez déjà pas à lire un roman, quand vous aurez un rapport de 30 pages, 50 pages qui vous est soumis par vos collaborateurs, il est à craindre que vous dormiez à la cinquième page. Donc, ça, c'est, il y a encore à voir à la cinquième page, ça peut être à la deuxième. Donc, ça, pour moi, c'est un projet. Je rêve vraiment qu'aujourd'hui, soit avec les municipalités, soit avec les écoles, soit avec les paroisses avec lesquelles je suis en réflexion, de pouvoir rétablir dans ces endroits bien ciblés, proches des quartiers, des bibliothèques communautaires, avec des livres qui seront en location pour les enfants, pour que les inciter à la lecture éventuellement avec des petits clubs de lecture où ils pourront échanger des contenus de leur lecture. Le deuxième euh, axe de formation des jeunes, ça reste les mouvements des jeunes. Je suis moi-même scout déjà depuis très longtemps et membre du groupe scout Notre-Dame de la Sagesse à l'Université de Kinshasa. Ce sont des mouvements qui aident à former le caractère et qui permettent aux jeunes de quitter la maison et de vivre dans la nature. Quelque chose également qui se perd aujourd'hui, parce qu'en étant en contact avec la nature, ils apprennent à faire des choses de leurs mains. Donc, ce sont ces deux sujets qui me tiennent à cœur. Et avec les scouts, par exemple, on travaille aujourd'hui sur un projet de construction d'un local scout sur le terrain des jeunes au plateau des profs. C'est un projet qui va être financé pratiquement par des dons. Et ce centre, quand il sera construit, les jeunes pourront venir dedans pour des activités diverses qui contribueront à leur formation. Oui, j'imagine c'est déjà un moyen de les initier à la gestion de projet, j'imagine. Voilà, c'est quand aussi ils ont des formations de ce type. Vous leur confiez une tâche, vous leur demandez de le concevoir du début à la fin, avec à tout moment des rétrospectives qui sont faites en fait pour voir ce qui a été réalisé. Je pense que c'est vraiment des bons cadres également pour initier les jeunes à la gestion des projets. Ok, ok, je crois qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de notre petit échange. On va essayer de voir les questions qui ont été posées. Mhm, Alors, Monsieur Franck pose la question il a senti la réelle capacitation due due au PMI. Vulgarisez-vous autour de vous l'importance de cette certification? Bon, je peux te laisser répondre et puis je pourrai compléter un peu plus tard. mhm. Ouais, bon, déjà, l'activité de vulgarisation, celle-ci, déjà, en est une, hein. Cette activité qui est organisée, comme tu disais, une fois par mois, le Think Out of the Box est une activité qui aide à vulgariser sur le chapitre, mais également sur le métier lui-même de la gestion de projet. Mais le chapitre lui-même également organise d'autres activités pendant le mois qui sont également vulgarisés notamment au travers des réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Il faut vraiment s'affilier à tous ces réseaux pour se tenir au courant. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'à la fin de cette année, il est prévu également la conférence nationale du PMI qui va être convoquée où tous les gestionnaires de projets vont se rencontrer et au cours de cette conférence, il y aura des thématiques qui seront abordées. Donc, ce sont là les vecteurs aujourd'hui, les moyens par lesquels nous
essayons de vulgariser autour du métier de gestion de projet. Ok. Je crois que c'est la seule question, hein. C'est Mhm. la seule question qui a été posée. Mhm. Bon, Monsieur Yves Euh, Payanzo qui a levé la main. euh, bon, on, il y a une réaction. Ah, c'est plus une réaction. Alors, Yves, bon, normalement, les questions, on les écrit soit dans le chat, soit Mhm. dans le menu questions-réponses. Mhm. Et donc, euh, alors, exceptionnellement, je vais lui permettre, vu qu'on a aussi, on a un peu de temps devant nous, exceptionnellement, je pourrais lui permettre de parler. Monsieur Yves, vous pouvez poser votre question. Le micro est coupé, hein, son micro est coupé visiblement. C'est Mhm. Il va. c'est à lui de l'activer, mais bon, apparemment, Mhm. bon, je crois que comme Mhm. il n'y a plus de questions, je crois que Mhm. j'ai vu juste une réaction de, OK, vous aviez, OK, vous aviez dit que la RDC compte moins d'une cinquantaine de personnes certifiées. Est-ce que c'est dû à une insuffisance d'adhésion, soit à un taux élevé d'échec lors de l'examen? Alors, Ça, tu c'est une peux, question tu peux répondre. intéressante. En fait, personne ne sait quand quelqu'un a échoué parce que les résultats ne sont envoyés qu'à la personne qui a fait l'examen. Je pense que si on n'a pas beaucoup de certifiés, peut-être on va se dire que le chapitre aujourd'hui est très jeune, hein. On a un chapitre qui a quoi aujourd'hui 8 ans, même pas 6 ans ou en 2000, 7 ans, c'est la 7 ans. septième année. C'est la septième année qui est très jeune et qui est en train de grandir. Et donc, je pense qu'on est dans ce travail de vulgarisation auprès de nos pairs. Et puis, l'autre difficulté, c'est que comme on n'avait pas encore de ATP à Kinshasa, on vient de l'avoir juste l'année passée, c'était également une autre difficulté qui fait que beaucoup de gens ne pouvaient pas faire la certification des 35 heures. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas suffisamment de certifiés, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de gens qui se soient décidés de passer cet examen. Parce qu'il y a une différence entre souhaiter passer l'examen et vouloir passer l'examen. Ça, c'est deux choses différentes. Je le Exactement. dis souvent à tous ceux avec qui je travaille. Exprimer un souhait, c'est s'offrir la possibilité de ne pas le faire. Mais le vouloir, c'est s'engager corps et âme à pouvoir y arriver. Et ça, franchement, pour tous ceux qui ont fait cet examen, et ils sont nombreux, certains d'entre eux sont dans la salle, franchement, je sais qu'ils s'y sont donnés corps et âme pour y arriver. Et tous vous diront que quand on le veut, on le peut. Ouais. Et pour compléter ce que tu dis, il y a, il y a aussi un peu moins de reconnaissance de l'importance de la certification, euh, même au niveau des employeurs. Mhm. C'est-à-dire qu'ailleurs, il y a certains postes pour lesquels on exige Ah, d'être certifié, et il y a certains postes pour lesquels on donne une priorité aux personnes certifiées parce qu'on sait qu'elles ont un certain niveau de connaissance et de compétences. Et donc, tant que les employeurs aussi, de leur côté, ne vont pas prendre la mesure de ce que peut apporter une personne certifiée au sein de leur organisation, euh, on continuera à avoir moins de personnes qui ne verront pas l'importance d'être certifiées et ainsi de suite.
Mais vraiment, pour te compléter, Didier, récemment, il y a eu des offres de KCC qui ont été publiées sur les réseaux, LinkedIn, Mhm. etc., où il était clairement spécifié que avoir une certification PMP est un atout. Alors, mieux vaut déjà l'avoir et quand l'offre d'emploi apparaît, qu'on puisse se présenter, que Exactement. voir l'offre d'emploi et se rendre compte qu'on n'a pas la certification. À ce moment déjà, c'est déjà trop tard parce que vous ne pourrez pas courir. Il est à Mhm. prévoir que dans quelques années, de plus en plus d'entreprises vont demander à embaucher des PMP. Et donc, mieux vaut à ce moment donné se préparer à cette éventualité en y travaillant déjà même. Exactement. OK, merci beaucoup Yves. Merci Merci à toi. beaucoup. Merci à tous les participants. Merci à à vous tous qui avez pu dégager du temps pour participer à, à- à cet événement, à cet échange euh, avec une personne remplie de talent et d'expérience qui nous a parlé de son parcours brillant. Merci à tous. Merci à tous les volontaires du chapitre. Il y a toute une équipe qui a permis à ce que ce numéro puisse se passer sans problème. Une équipe, l'équipe de communication et tous les autres. Merci beaucoup à tous les volontaires du chapitre qui travaillent sans relâche. Et donc, je vous donne rendez-vous. Le prochain rendez-vous avec la direction des affaires académiques, c'est dans 3 semaines, le dernier jeudi du mois. Et nous aurons ce qu'on appelle le focus sur la gestion de projet, qui est un webinaire au cours duquel on aborde certaines questions de la gestion de projet, mais en profondeur. Donc, ce sont des mini-formations gratuites que l'on organise toujours dans notre mission de vulgariser, euh, de permettre à ce que les gens puissent apprendre et approfondir leurs connaissances en gestion de projet. Et donc, euh, et donc merci à toi, Yves. Un mot de la fin. Merci Didier. Il me reste vraiment, comme je disais dans le chat, à remercier également tous les auditeurs. Merci pour leurs encouragements. J'ai vu les encouragements de mon aîné Jean-Claude Moudil et mon collègue Lévy Tangueli. À l'Assemblée, j'aimerais vraiment dire que la gestion de projet, ça reste la science de demain. C'est vraiment une aptitude, une capacité à pouvoir acquérir très rapidement. La difficulté que peut présenter l'examen ne doit pas décourager, mais bien au contraire, plus c'est difficile, plus ça doit être perçu comme intéressant pour indiquer que c'est une certification qui a de la valeur. Donc, je nous encourage à rester sensibles à cela et ouverts surtout comme des éponges à ces notions de gestion de projet pour qu'ensemble, nous faisions partie de ceux qui transforment leurs idées en réalité. OK. En tout cas, merci beaucoup, Yves. Et surtout, Merci. je vous donne rendez-vous euh, dans 3 semaines, mais surtout, rendez-vous le mois prochain pour recevoir une autre personne, un autre professionnel avec qui nous allons aborder divers sujets, mais surtout des sujets qui ont toujours trait à la gestion de projet. Et donc, merci à tous et bonne soirée, bonne journée. Et je vous partage les contacts du chapitre pour ceux qui aimeraient nous rejoindre, pour ceux qui aimeraient devenir volontaires, membres. N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des formations et de toutes les activités. Merci et à la prochaine. Merci. Au revoir.